Donc, on se retrouve pour ce CAC Café sur les questions de qu'est-ce que la recherche peut apporter aux associations. Mais ensuite, on rentrera dans le sujet de la recherche. On aura un petit débat et à la fin, on partagera tous une lecture, un film, quelque chose qu'on a vu, entendu, qu'on a envie de partager avec les autres. Et maintenant, maintenant, je vais passer la parole à Cyril parce que donc on lui a demandé de venir aujourd'hui pour se questionner sur qu'est-ce que la recherche peut apporter aux associations et vice-versa, et notamment via la recherche participative. C'est aussi une question qu'on va se poser pendant notre université d'été, le 7 juillet, dans la matinée du 7 juillet, où on aura une table ronde sur cette question-là. Donc, ce CAC Café aussi un peu préfigure un peu cette matinée aussi du 7 juillet. Cyril, je te passe la parole. Oui, très bien. Merci, merci Marianne, merci beaucoup. Et oui, je vais vous parler un peu de la définition. Jean-Baptiste m'a fait une introduction parfaite, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de penser, je dirais, l'implication des citoyens ou des associations dans la production de savoir scientifique. Je vais être un peu très large comme ça. Il y a différentes définitions, et donc nous, à Sciences Citoyennes, on en défend une particulière parce qu'on considère que c'est celle-là qui crée un lien entre les savoirs et la question des pouvoirs, et donc en gros les savoirs et la démocratie, quoi, et le fonctionnement démocratique de notre société. Il y en a d'autres formes qu'on va considérer avec méfiance, parce que nous avons aussi une position assez critique à l'égard de tout ce qui est dispositif de démocratie participative, qui de la même manière vont créer un amalgame entre la participation et la démocratie. Et donc nous, en gros, à Sciences Citoyennes, on considère que faire participer, c'est pas de la démocratie. L'enjeu, il n'est pas de faire participer. L'enjeu, il est de donner les pouvoirs, quel que soit le dispositif, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'action publique. La question, c'est pour nous de donner le pouvoir aux citoyens organisés avec une visée de bien commun. Voilà. Et donc après, selon les organisations, enfin, quels que soient les collectifs, que ce soit des collectifs informels, que ce soit des associations, mais en tout cas, que ce soit des citoyens organisés avec visée de bien commun. Et l'enjeu, c'est pas uniquement la participation, c'est bien que la participation soit un outil pour améliorer le rapport de pouvoir, parce que les rapports de pouvoir sont là. Il faut arrêter de les nier. Au contraire, il faut les mettre en visibilité et les traiter, parce que nous, à Sciences Citoyennes, et donc je vais revenir là-dessus, donc à Sciences Citoyennes, donc, effectivement, on milite pour une forme de démocratie où on aurait un peu écrasé les rapports de pouvoir actuels, quoi. Voilà. Bon, je suis parti de travers déjà dès le départ. Non, Donc je vais revenir. Donc moi, je suis Cyril Fioni de l'association Sciences Citoyennes. C'est donc une association, je vais revenir un peu donc sur l'association. L'association Sciences Citoyennes qui est membre du CAC, et donc qui a pour objet, qui a été créée en 2002, et donc qui a pour objet de favoriser la réappropriation citoyenne et démocratique des sciences afin de les mettre au service du bien commun. Voilà, ça c'est le gros objectif que se donne l'association depuis son origine, donc en 2002. On a aujourd'hui 180, à peu près 180 adhérents, en majorité des chercheurs, mais pas que. Chercheurs, donc ça peut être des chercheurs en poste, ça peut être des chercheurs à la retraite, ça peut être des doctorants, donc une majorité quand même issue du secteur de la recherche scientifique, disons donc avec une posture de critique des sciences quand même, pour être à Sciences Citoyennes, mais pas que des chercheurs. Et donc on a une équipe salariée, de 6 salariés actuellement aujourd'hui, avec une stagiaire. On a 5 axes que je vous présente très rapidement parce qu'ils existent, mais en gros, je ne vais pas les creuser. On a un premier axe qu'on traite pour réorienter la recherche, démocratiser l'élaboration des politiques publiques de recherche, responsabiliser la recherche et l'expertise, produire une analyse critique des technosciences, se mobiliser avec, se mobiliser avec la société civile, donc on intervient aussi, on essaie de travailler avec les mouvements sociaux,
avec voilà, nos petits moyens, mais on essaie de le faire, de créer des liens avec les différents mouvements sociaux. Et enfin, un axe qui s'appelle renforcer le tiers secteur scientifique. Et donc, c'est cet axe-là qu'on va traiter plus particulièrement aujourd'hui, renforcer le tiers secteur scientifique, puisque dedans, en priorité, Sciences Citoyennes va travailler euh, en gros sur 3 pistes, et la reconnaissance du tiers secteur scientifique. Donc, dans tiers secteur scientifique, on met les associations. Je vais revenir rapidement dessus. On va travailler au développement des boutiques des sciences. C'est un dispositif qu'on soutient depuis le début, donc depuis 20 ans en France. Et donc on a appuyé la réémergence des boutiques des sciences sur les territoires en France depuis les années 2010. Donc il y en a 3 aujourd'hui en France. Et puis on va travailler bien sûr au développement des pratiques de recherche participative, et je reviendrai sur la définition des recherches participatives euh, après. Très rapidement sur le tiers secteur scientifique, parce que c'est aussi la question qu'on va essayer de travailler un peu aujourd'hui. Nous, ce qu'on appelle tiers secteur scientifique, c'est une notion qu'on a développée avec la notion de tiers secteur de la recherche dès 2003, en gros. Donc, on a opté pour tiers secteur scientifique. Nous, on avait les deux à l'origine, tiers secteur de la recherche ou tiers secteur scientifique. Ce qu'on met dans tiers secteur scientifique, c'est la capacité de production de savoir qui ne soient pas les savoirs scientifiques et qui ne soient pas les savoirs industriels. Et donc, de manière assez large, on va mettre la société civile organisée. Nous, on aurait tendance à mettre la société civile organisée non marchande dans le tiers secteur scientifique. Ce n'est pas forcément le cas d'un acteur comme Alice, qui a une définition du tiers secteur de la recherche qui est un peu plus ouverte au niveau des acteurs économiques. Nous, on est plutôt très on est très précautionneux par rapport à cette définition-là parce que on fait en sorte de ne jamais oublier que ce qu'on fait, c'est pour le bien commun. Et donc, il faut de toute façon garantir que ce qu'on va faire, c'est avec une ouverture totale et un partage total des savoirs qu'on veut produire, des dynamiques qu'on veut créer, que ce soit sur les territoires ou que ce soit de manière plus globale. Il faut ne jamais oublier qu'on va travailler pour le bien commun. Et donc, quand on parle d'acteurs économiques, il faut s'assurer que leur démarche, et donc c'est pour ça qu'on peut tout à fait faire de la recherche participative et considérer que dans le tiers secteur scientifique, par exemple, on va mettre des paysans, parce qu'on va pouvoir travailler avec des acteurs économiques comme des paysans, mais qui vont être engagés dans une démarche collective. On travaille beaucoup, nous, on est très proche du réseau Semences Paysannes, et donc on va considérer que là, c'est des acteurs économiques, indépendants économiques ou qui ont des entreprises, mais qui vont s'inscrire dans une démarche collective de bien commun sur certaines de leurs activités. Dans ce cas-là, on peut tout à fait les inscrire, pour nous, dans le tiers secteur scientifique. Et donc, on va travailler à faire reconnaître la capacité de ces acteurs-là à produire des savoirs euh, pertinents avec leur propre méthodologie, donc qui n'est pas une méthodologie de recherche scientifique, mais qui est une méthodologie à reconnaître comme telle, comme une méthodologie pertinente pour aborder des problèmes complexes que la recherche scientifique n'est pas en capacité d'aborder toute seule. Euh, la recherche scientifique, telle qu'elle se construit, elle est très très limitée parce qu'elle va de toute façon se créer des contraintes, d'abord des contraintes disciplinaires, et puis après des contraintes de méthodologie, des contraintes de définition d'un objet de recherche, des contraintes sur la définition d'une question de recherche, et encore plus de limites sur l'approche de cette question de recherche. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites, ce qui fait que la production du savoir scientifique sur une question complexe reste un savoir particulièrement partiel sur cette question de recherche soulevée. Donc, la question n'est pas de dire que le savoir scientifique est moins pertinent que le savoir des acteurs, ce n'est pas du tout la question, c'est de reconnaître que dans la manière de produire du savoir scientifique, face à une question complexe, le savoir scientifique n'est pas forcément ou automatiquement pleinement capable de traiter la question soulevée. Et donc, ça fait aussi partie du fondement pour lequel nous, on soutient la nécessité, face à des phénomènes complexes, que ce soit la pauvreté, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les pandémies, de se dire que la recherche scientifique n'est pas en capacité seule de faire face et de trouver les savoirs et les solutions pour l'action publique, pour traiter des phénomènes aussi complexes. Et donc, il est nécessaire de travailler à
la production de savoir qui combine en fait le savoir scientifique avec les savoirs des acteurs compétents et donc concernés par la question qu'on va soulever, que ce soit une pandémie, un réchauffement climatique ou la pauvreté. Voilà. Et donc Sciences Citoyennes travaille sur ces questions-là sur la question de recherche participative depuis ses origines. Elle a notamment participé et appuyé le Conseil régional d'Île-de-France quand il a développé un programme qui s'appelait les PICRI en 2005, partenariat institutions citoyennes pour la recherche et l'innovation. Donc c'est un peu là où moi je vais situer le début de l'institutionnalisation de la recherche participative, puisque c'était déjà un programme qui finançait des projets avec un des critères discriminants, c'était que les projets devaient être coportés par un chercheur et une association du territoire. Donc il y avait déjà là une ambition de dire Le micro vient de se couper. Voilà. Ouais, Je pense que c'est bon. Il y a eu un c'est bon. petit. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi il s'est coupé. Donc des dynamiques de production de savoir basées sur la collaboration étroite entre des chercheurs du territoire et des associations du territoire. C'était fléché association. Il y en aura d'autres, des dispositifs qui flécheront association, d'autres qui seront un peu plus larges avec le terme de société civile, donc ils vont pouvoir s'ouvrir à un partenariat, une collaboration en recherche avec d'autres acteurs du territoire. Ça pourra être des collectivités territoriales notamment, qui intégreront là dans la définition de société civile. Voilà. Et du coup, ce dispositif-là, le premier qui pour moi marque un peu la reconnaissance en France institutionnelle de la recherche participative, qui va donner lieu à d'autres créations de programmes au niveau régional, des programmes régionaux qui vont être assez similaires en Hauts-de-France, en Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là, qui s'appelait Chercheurs citoyens, et un autre également en Bretagne, en région Bretagne, qui va porter le programme ASSOS, Appropriation sociale des sciences, qui auront cette dynamique-là au niveau régional, de vouloir soutenir des projets qui sont coportés avec l'ambition effectivement de produire des savoirs, des projets de recherche, mais coportés entre les deux, chercheurs et associations. On a d'autres. Aujourd'hui, je vais passer, c'était le début, je vais passer tout de suite à ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on a travaillé à la création d'un dispositif qui s'appelle CO3, co-construction des connaissances. Donc ça, on a travaillé au niveau des bailleurs, c'est-à-dire trouver les financeurs qui seraient en capacité de soutenir des démarches qui s'inscrivent dans notre propre définition de la recherche participative. Et donc, je vais revenir après sur la définition de la recherche participative à sciences citoyennes. Donc, on a trouvé des partenaires qu'on avait déjà, comme la Fondation de France ou la Fondation Charles-Léopold Meyer, qui nous ont suivis dans cette démarche-là. Et on a intégré d'autres bailleurs, un bailleur public qui est l'ADEME, et Agropolis Fondation également, et la Fondation Carasso. Donc on a 5 bailleurs aujourd'hui qui soutiennent ce dispositif CO3, co-construction des connaissances, dont on est la structure d'animation, puisque ça va au-delà d'un guichet financier pour soutenir des projets de recherche participative, mais ça a aussi une ambition de créer des espaces de construction de la communauté, en fait, des acteurs de la recherche participative, et notamment des espaces qui permettent de partager les expériences et les difficultés, les solutions, etc., les outils méthodologiques pour réaliser de la recherche participative. On travaille également avec la région Bretagne, qui a relancé, donc j'ai évoqué le programme Appropriation sociale des sciences, qui avait été créé entre 2006 et 2013. La région Bretagne a relancé un nouveau dispositif qui est très proche de celui qu'on a créé, qui s'appelle donc CO3, co-construction des connaissances. Et donc la Bretagne a recréé un appel à projet qui s'appelle Recherche et Société, qu'elle a lancé en 2021. Et donc là, en 2022, on a le lancement du deuxième. Je pense qu'il est en train de se terminer là. Il est en train de se finir, se clôturer l'appel à projet de la région Bretagne. Voilà, pour quelques activités, on en a d'autres, je vais passer vite sur ces éléments-là et passer tout de suite à la question de la définition. Pour nous, puisqu'on a une définition assez rigide, malgré tout, de ce qu'on appelle recherche participative et ce qui peut avoir un impact sur la démocratie pour nous en matière de production de savoir. Et en fait, on va, voilà, au milieu de ce que beaucoup ont déjà montré, c'est qu'il y a un brouillage terminologique énorme autour de ces questions-là.
recherche participative, sciences citoyennes, recherche action participative, recherche collaborative, recherche partenariat. Enfin, bon, voilà. Il y a un nombre de termes très très importants pour définir, on ne sait pas quoi en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces termes-là. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est pas de défendre un terme, on s'en fiche du terme. Nous, on utilise recherche participative, mais après, chacun utilise le terme avec lequel il est plus à l'aise. Pour nous, l'enjeu, c'est de savoir de quoi on parle derrière, c'est-à-dire des pratiques de production de savoir et de quelle capacité, quelle capacité on donne aux associations pour mettre en valeur leur savoir et les partager avec les chercheurs. Et donc, c'est de savoir de quelle implication on parle derrière quand on parle de ces pratiques-là que nous, on appelle recherche participative. Et donc là, nous, on va s'ancrer dans les travaux d'un sociologue des sciences qui s'appelle Michel Calon, qui a écrit dans un article qui a évoqué la notion de coproduction des savoirs pour établir un troisième modèle de démocratie technique. Et donc, dans la démocratie technique, lui, il évoque la capacité des citoyens à peser sur les choix scientifiques et technologiques. Et il va considérer que dans un troisième et le plus important, c'est-à-dire celui dans lequel on retrouve les citoyens avec le plus grand pouvoir sur la décision, c'est un troisième niveau de démocratie technique pour lui, qu'il appelle coproduction des savoirs, et donc dans lequel il indique bien que c'est un modèle qui remet en question le monopole des scientifiques dans la production des savoirs légitimes, et ça remet en question aussi un monopole, et ça il le développera plutôt dans un ouvrage que je présenterai après, le monopole aussi politique des élus et représentants de l'État dans la décision publique, et donc il va faire un lien donc très très fort entre la production des savoirs et la décision en matière de définition des politiques publiques. Pour lui, il indique très clairement, explicitement, la coproduction des savoirs, et donc ce que nous on appelle recherche participative, ça ne se limite absolument pas à l'implication dans le processus de recherche uniquement à l'étape de la collecte de données. C'est-à-dire que les citoyens ou les associations, dans ce processus de coproduction de savoir, ne vont pas être appelés à collaborer avec les chercheurs uniquement au moment où on doit collecter des données. C'est-à-dire que les associations ne sont pas là au départ quand il faut soulever un problème, ni formuler une question de recherche, ni élaborer un protocole de recherche. Ils interviennent juste quand on leur dit allez nous chercher ça comme données, on en a besoin, merci. Ils donnent les données aux chercheurs et puis ils disparaissent, puisque c'est les chercheurs qui réalisent, après l'analyse des données, la production des résultats, la valorisation, etc. etc. Donc, voilà, Michel Calon, dès le départ, pose cet enjeu-là, puisque aujourd'hui, il y a énormément de pratiques qui se sont développées. C'est des pratiques très anciennes, mais qui ont, on va dire, une grande visibilité aujourd'hui, de citoyens organisés plus ou moins, mais qui vont intervenir dans la recherche scientifique précisément à cette étape-là, c'est-à-dire avec à l'appui d'un smartphone, pour pouvoir prendre des photos de plein de choses. Enfin, ça peut être des plantes, ça peut être sur la biodiversité beaucoup. Ça se fait beaucoup. Le Muséum national d'histoire naturelle a des gros programmes de recherche où il fait intervenir des citoyens qui peuvent collecter des données de manière numérique par des photos pour nourrir des bases de données dont auraient besoin les chercheurs pour avancer sur certains résultats scientifiques. Et donc, pour Michel Calon, je reviens sur la définition de lui qui donne de coproduction des savoirs. Le groupe concerné intervient non seulement dans la production des savoirs, leur orientation et leur évaluation. Ça fait partie de la définition qu'il donne, et il va continuer à travailler ça dans un ouvrage avec Pierre Lascoum et Yannick Barth, un ouvrage qu'ils vont publier en 2001 et qui pour moi, donc, si on doit partager peut-être à quelque chose, je partagerai cet ouvrage-là. J'inciterai beaucoup à lire cet ouvrage qui est vraiment accessible, qui s'appelle Agir dans un monde incertain et cette démocratie technique. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 2001, qui date un peu, mais qui pour moi continue à nourrir énormément la réflexion qu'on mène actuellement sur ce que doit être une implication des citoyens, des associations dans la production de savoir pour nourrir nos problématiques actuelles et notamment démocratiques. Et dans la définition qu'ils en donnent, et donc de ce que nous on tire à Sciences Citoyennes, c'est bien qu'une collaboration entre chercheurs, citoyens organisés, donc ils appellent les groupes organisés, concernés par une problématique particulière, et que cette collaboration, elle vise l'intérêt général. Donc ça, c'est une première chose. Elle doit répondre à une demande sociale, donc elle s'inscrit bien à partir d'une demande sociale, cette dynamique de collaboration. Ça vient du terrain, ça vient d'un problème rencontré par les acteurs des territoires,
et ça vise à l'intérêt général. La collaboration doit se faire tout au long du processus de recherche. Donc, je l'ai évoqué, hein, toutes les étapes de la recherche, les associations doivent être là. Et donc, en fait, c'est pas forcément l'association qui doit initier le problème. Ça peut être en collaboration avec un chercheur, parce qu'il y a des associations dans lesquelles des chercheurs sont impliqués. Enfin, bon, il y a des liens déjà existants entre les associations et les chercheurs. Mais il faut que, dès le départ de l'émergence d'un problème, il faut que ce soit l'association qui soit présente. Il faut que ce soit à ça répondre et que ça nourrisse son action, en fait. Donc, il faut qu'elle soit à l'origine de la question, quitte à reformuler la question avec la recherche, parce que après, la recherche peut tout à fait dire à l'association, bah, écoutez, la question, elle a déjà été traitée, en fait. Vous connaissez peut-être, vous avez du mal à avoir accès à la littérature scientifique, mais il existe quand même quelques travaux qui ont nourri le problème que vous êtes en train de soulever. Donc, on peut travailler sur la littérature existante déjà, et à partir de ce qui a déjà été traité, reformuler une question pour voilà, reprendre le problème tel que la littérature ne l'a pas encore traité pour vous, votre situation, votre configuration, mais peut-être revoir la question de recherche parce qu'il y a une partie de ce que vous soulevez qui a pu déjà être observé et traité par la recherche scientifique. Donc, il y a un enjeu aussi de redéfinition de la question avec les chercheurs. Mais bon, donc les associations doivent être là à tous les stades de la recherche. Et après, en fonction des projets de recherche, bien évidemment, nous, on n'impose absolument pas un modèle unique qu'il faudrait plaquer sur tous les projets de production de savoir. Il faut bien évidemment que ce principe-là, il s'adapte en fonction des différentes dynamiques, et notamment des moyens des associations, c'est-à-dire les associations qui disent nous, on travaille, je ne sais pas, sur la biodiversité, venir dans le laboratoire et travailler avec les biologistes pour tenir les prouvettes quand ils font un test, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas que ça à faire, quoi. C'est pas notre métier, on n'est pas des chercheurs, donc chacun son métier, chacun son rôle. Donc après, c'est à chaque projet de recherche participative qu'une méthodologie spécifique doit être élaborée entre les membres du collectif de recherche et définie pour que la méthodologie et la manière dont chacun doit intervenir dans le projet, ça réponde de manière pertinente à l'enjeu et à la question qui est soulevée. Donc le principe de base, c'est bien sûr que à tout moment, tous les membres du collectif de recherche doivent pouvoir être impliqués dans le processus d'avancement de la production des connaissances, des savoirs, mais après, chaque projet de recherche doit établir sa propre méthodologie, bien évidemment. Et les enjeux, double finalité, qui reste de nourrir les connaissances. Pour l'enjeu scientifique, c'est bien de produire des résultats originaux. J'évoquais, hein, s'il y a déjà des résultats existants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de reproduire les résultats existants. Donc, plutôt, l'enjeu de la recherche participative pour nous, c'est bien de nourrir, de produire de nouveaux savoirs qui soient rigoureux scientifiquement et aussi originaux, de nouveaux, qui répondent à des nouvelles questions, et que la recherche participative nourrit des problématiques de terrain, et donc nourrissent l'action des associations et des groupes qui sont concernés et qui sont impliqués dans ce processus-là, et que cette projet de recherche-là répond donc à une question, ce qu'on peut appeler une question orpheline, un sujet orphelin dans la recherche scientifique. Les deux enjeux, c'est bien une reconnaissance des savoirs, donc une égale reconnaissance des savoirs qui sont en présence donc dans le collectif de recherche, de ceux qui sont impliqués dans le processus, que ce soit les chercheurs ou les acteurs, au sens large, mais là en plus spécifiquement les associations, et bien sûr la réduction des asymétries de pouvoir, parce qu'encore une fois, je l'ai évoqué, hein, voilà, les rapports de pouvoir, ils existent, donc il faut les mettre en visibilité et les travailler. Et l'enjeu dans la recherche participative, c'est bien de s'assurer que les savoirs légitimes ne sont pas uniquement les savoirs scientifiques. Et donc, il est nécessaire aussi d'avoir une vigilance en fait dans ce processus-là sur les rapports de pouvoir. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis là. Il est moins le quart. J'ai du temps encore ou pas? Tu veux encore commenter? On peut aussi s'arrêter là et puis je pourrais compléter. On peut compléter ensuite, peut-être qu'on peut démarrer sur une question. Ouais, ensuite. Ouais. Ouais. Okay. Eh bien, je m'arrête là. Merci. un mot de conclusion. Après, je pourrais développer sur des dispositifs sur lesquels on travaille. Juste pointer ça. Effectivement, tu évoquais la question de l'évaluation. Donc, on essaie de travailler beaucoup sur la manière d'évaluer en fait les projets de recherche participative. On s'est bien rendu compte que
Et donc, c'est tout un enjeu des organismes de recherche ou des institutions qui commencent à s'intéresser à la recherche participative. Et on l'a vu avec moi je le vois avec le prix INRAE, hein, qui est sorti tout droit de la loi de la LPR, donc 2020, la création d'un prix de la recherche participative. Donc, le ministère a donné à l'INRAE, l'INRAE qui a bien réussi à définir qu'il y avait quand même deux catégories, c'est-à-dire les pratiques de collecte de données que j'évoquais, donc trouver un prix pour ces collectes de données-là, et après un prix pour la recherche participative, où là, on porte une attention spécifique sur une implication beaucoup plus longue, beaucoup plus étroite des acteurs associés aux chercheurs. Le souci, selon moi, c'est qu'encore une fois, donc c'est bien, ils ont mis en visibilité, ils ont été transparents sur le comité d'évaluation. Sauf qu'ils ont créé qu'un seul comité d'évaluation pour les deux pratiques. Et dans les comités d'évaluation, on voit qu'il y a des noms, quand on connaît un peu le domaine, des noms qui n'y connaissent strictement rien à la recherche participative. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur les collectes de données, ils savent très bien, voilà, c'est leur truc, la collecte de données avec les citoyens, mais ils ne savent pas du tout quels sont les enjeux épistémologiques ou politiques qui sont liés, et même méthodologiques, qui sont liés aux pratiques de recherche participative. Et donc là, dans l'évaluation, ils ont mélangé, quoi. Et donc, ça reste une énorme limite pour moi, parce que donc, quand on travaille dans le dispositif CO3 co-construction des connaissances, par exemple, on a fait un gros travail pour qu'au niveau de l'évaluation, déjà les évaluateurs, le comité d'évaluation, il soit composé et de chercheurs et d'associations, de manière mixte et paritaire. Et après, dans les critères d'évaluation, on a essayé de ne pas calquer l'évaluation des projets de recherche participative sur l'évaluation classique de la recherche scientifique. Et notamment en créant une vigilance spécifique et un critère avec des indicateurs spécifiques sur la qualité du partenariat et l'implication des acteurs associatifs, et quelle méthodologie d'implication est développée dans les différents projets qui sont présentés au dispositif CO3. Donc la question de l'évaluation, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qu'on expérimente à Sciences Citoyennes depuis 2016, c'est le dispositif qu'on appelle le tiers veilleur. On s'est rendu compte, enfin je vais très très vite là-dessus, on s'est rendu compte quand même par expérience que dans la recherche participative, c'était des méthodologies très très spécifiques, c'était des valeurs assez spécifiques qui étaient au fondement de la recherche participative, et que les chercheurs impliqués, en gros, la bonne volonté ne suffisait pas. C'est-à-dire que des chercheurs qui voulaient travailler avec les associations de bonne volonté, ça ne suffisait pas. Et les associations qui voulaient s'ouvrir et qui dépassaient un peu la défiance ou la méfiance à l'égard de la recherche, ça ne suffisait pas pour faire de la recherche participative. Il fallait des compétences spécifiques, il fallait des moyens spécifiques, du temps à consacrer à la permanence du lien entre les différents membres du collectif de recherche. Et donc, pour assurer le fait que la coproduction des savoirs se fasse tout au long du processus de recherche sur des projets qui peuvent durer 3 ans, il fallait des compétences, je leur dis, il fallait des compétences spécifiques que les chercheurs n'avaient pas forcément, les associations n'avaient pas forcément, il fallait de la disponibilité que les deux n'avaient pas forcément. Et donc, on a créé un dispositif qu'on a appelé Tiers Veilleur, qu'on accole en fait au collectif de recherche qui mène son projet de recherche, et qui est une personne, voire parfois deux, on expérimente deux, qui joue le rôle qui porte une vigilance spécifique au processus même de la recherche, et qui s'assure que la collaboration soit menée tout au long du processus de recherche, et qu'il n'y ait pas des acteurs qui soient mis de côté ou qui disparaissent au fur et à mesure de l'avancement du projet de recherche, et donc qui soient en capacité de signaler et de pointer la vigilance sur la coproduction des savoirs, et d'outiller aussi, quand c'est possible, de proposer des outils d'animation ou d'intelligence collective, en fait, pour s'assurer que tout au long du processus de recherche, on est bien assuré que la coproduction des savoirs était encore au cœur de la démarche. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a expérimenté avec le soutien de la Fondation de France. Et là, on l'expérimente depuis 3 appels à projets dans le dispositif CO3, co-construction des connaissances, parce que tous les projets qui sont soutenus dans ce dispositif-là, ils ont l'accompagnement d'un tiers veilleur, donc un accompagnement à la recherche participative. Et la région Bretagne l'a aussi mis dans ses appels à projets recherche et société de manière facultative. Mais sur les projets 2021, il y a sur 9 projets soutenus, il y en a 5 qui ont pris l'option accompagnement avec un tiers veilleur. Et donc ça se lance, voilà, ça s'expérimente. Les projets n'ont pas encore démarré, mais ça s'expérimente aussi
aussi au niveau de la région Bretagne, dans certains projets. Voilà. Merci Cyril, c'était super intéressant, extrêmement riche. Jean-Baptiste, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main parce que je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter dans 10 minutes pour rejoindre une réunion où il y a les collègues de Cyril d'ailleurs. En fait, moi j'ai trouvé ça super riche, super intéressant et ça fait écho du coup à une question que on en a pu se poser hier, donc lors de la journée IFA. Alors, d'abord, juste peut-être, j'en profite que j'ai la parole pour dire bienvenue. Il y a des personnes qui nous ont rejoints, donc bienvenue à Léon, qui est dans le 93 et qui travaille sur le chantier école, si j'ai bonne mémoire. À Eric, qui est au Miramap et qui navigue entre les Alpes et les Hauts-de-France. Je ne sais pas où tu es là, voilà, tu nous diras peut-être tout à l'heure. Et puis à Soisy, que j'ai vu de Gironde. Voilà. Donc bienvenue à tous. Et puis vous pourrez, je pense, prendre la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. Non, en fait, la question que je me posais, c'était hier, en fait, Yannick Blanc, qui est le directeur de l'IFMA, a fait un moment une intervention pour dire que tout n'était pas de la recherche participative, c'est-à-dire qu'en gros, alors je vais caricaturer son propos, hein, mais il avait l'air de dire qu'il y a des recherches participatives qui se disent de la recherche participative, mais qui n'en sont pas parce qu'elles ne sont pas assez rigoureuses, méthodologiquement étayées, etc., etc. Et donc, la question que ça ouvre, c'est si le but, c'est de co-construire les connaissances, le but, c'est aussi de co-construire des connaissances scientifiques. Et donc, en gros, à partir de quand on peut mettre cet adjectif qualificatif scientifique? C'est quoi la différence entre une connaissance et une connaissance scientifique? Alors, moi, j'ai retenu notamment, on avait discuté ensemble, Cyril, il y a quelques temps, et tu avais décrit un petit peu le processus de production du savoir avec les 4 étapes, l'émergence de la question de recherche, l'élaboration du protocole, la production de données et la diffusion des résultats. Et je me demandais, voilà, comment on peut, quel repère tu peux nous donner pour que nous, on se repère et qu'on puisse dire à un moment, ben, ça, c'est plutôt de la connaissance tout court, et ça, c'est plutôt de la connaissance scientifique, avec l'objectif que tu as bien dit, qui est de faire dialoguer, en fait, ces différents types de connaissances et de ne pas hiérarchiser leur légitimité. Elles ont toutes des légitimités différentes, mais pour qu'elles dialoguent bien, il faut qu'on sache de quelle nature elles sont, en fait. Oui, vas-y, Tu veux que je réponds. réponde là? Ouais, ouais. D'accord. Alors, la question se pose un peu différemment. Pour les savoirs scientifiques, en fait, j'aurais tendance à considérer que le savoir scientifique, il est quand même très bien balisé par la communauté des pairs, en fait. Savoir scientifique, il est scientifique à partir du moment où il a été évalué par les pairs et à partir du moment où il a été publié dans des revues scientifiques. Et c'est d'ailleurs tout le problème des chercheurs qui ont tendance à intervenir un peu trop facilement. Je fais une grande généralité, hein, c'est pas tous les chercheurs, mais on le voit sur les plateaux télé ou ailleurs, mais parfois même dans les espaces d'ouverture, recherche participative, etc., des chercheurs qui tentent à intervenir avec une casquette de chercheur, une étiquette de chercheur, mais qui dévient sur des sujets qu'ils n'ont pas traités, pour lesquels ils n'ont rien publié, quoi. Et donc là, pour moi, il y a un amalgame qui est un peu difficile, c'est de savoir d'où vient le discours qu'ils sont en train de nous tenir. Parce que, en fait, avec l'étiquette de scientifique, ils considèrent qu'ils apportent un discours scientifique, mais en fait, il est étayé par rien parce qu'ils s'appuient, ils n'ont pas traité ce sujet-là, c'est pas issu de leur propre publication, leur propre projet de recherche, et on ne sait pas dans quelle littérature, du coup, si c'est pas leur propre projet de recherche, ils ne sourcent pas toujours dans quelle littérature ils piochent pour pouvoir nous apporter un discours. Et donc, pour savoir si leur discours est scientifique ou pas, c'est très, 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 très compliqué. Donc, pour moi, le savoir scientifique, normalement, il est quand même très, très bien balisé et il est lié à la reconnaissance par les pairs, donc à travers une évaluation par les pairs, produit déjà avec des critères, c'est-à-dire des financements qui sont fléchés évalués pour qu'ils sont financés parce qu'on a déclaré que ces savoirs-là devaient être produits dans le cadre de programmes de recherche ou de projets de recherche scientifique. Et derrière, ce qui a été produit par ces différentes démarches scientifiques, il a été validé par les pairs parce qu'il amène une publication dans des revues ou des ouvrages, en tout cas, qui sont évalués par des pairs, quoi, et qui sont reconnus par la communauté disciplinaire ou interdisciplinaire, ça dépend dans quelle communauté on est. Le mieux du mieux,
Le savoir scientifique, en fait, il est en permanence renouvelé et contesté. Enfin, c'est un peu comme ça que le savoir scientifique il est censé évoluer. En fait, il est re-questionné. Et donc, en savoir scientifique, on peut considérer qu'il est un peu plus solide quand il a été discuté à plusieurs niveaux, quoi. Quand une recherche qui vient de sortir, qui sort un article, c'est évalué par les pairs. Néanmoins, c'est pas forcément toujours, enfin, c'est pas toujours évident que ce savoir scientifique-là, il soit aussi robuste qu'un savoir scientifique qui a été discuté, rediscuté par une communauté, mis en débat dans une revue, et on le voit, hein, certains travaux de recherche amènent à une discussion, c'est-à-dire qu'il y a des articles de la même revue qui sont uniquement basés sur l'enjeu de discuter un article qui a déjà été publié dans la revue, et donc qui amène à une controverse scientifique, et donc du coup ça renforce en fait la solidité du savoir scientifique qui sort de cette controverse-là, puisqu'il a été traité, quoi. Donc pour moi, je dirais, enfin voilà, c'est une vision peut-être voilà, personnelle, mais en tout cas, le savoir scientifique, il est normalement plutôt bien balisé. En revanche, pour ce qui est du savoir, je l'appellerais comme ça, non scientifique, mais ça me pose problème par la négative. Mais par exemple, si on prend le mouvement ATD Quart-Monde qui a beaucoup travaillé sur la recherche participative, que eux appellent croisement des savoirs, mais par exemple, ils ont identifié pour eux deux autres savoirs, qui étaient le savoir expérientiel, le savoir d'expérience des personnes en situation de pauvreté, et le savoir d'action des personnes qui intervenaient auprès des familles en situation de pauvreté. Donc les intervenants sociaux ou les volontaires permanents du mouvement ATD Quart-Monde, pour eux, ils étaient détenteurs et producteurs d'un savoir d'action. Donc, ils identifient aussi la différence de savoir par rapport à l'expérience faite, bien sûr par rapport à la question de la pauvreté, puisque c'est le cœur du mouvement ATD Quart-Monde, mais aussi la posture de la personne vis-à-vis de cette situation. Donc à caractériser, c'est beaucoup plus compliqué, et c'était pour ça que moi, le problème que je soulevais au tout début dans le tour de table, je pointais celui-là, c'est-à-dire la visibilité. Mon problème avec les associations, c'est la visibilité des savoirs qu'ils produisent, mais c'est aussi mon problème, c'est aussi qu'ils mettent en visibilité la manière et dont ils l'ont produit et comment ils ont formalisé ce savoir. Et ça, c'est un problème pour moi parce que du coup, quand je vais faire reconnaître le savoir associatif, bah, c'est compliqué. Néanmoins, ça fait bien sûr pas partie des objets centraux d'une association, quoi. De valoriser ces savoirs. Enfin, il y a quand même très très peu d'associations qui ont des moyens financiers, ou des salariés, ou même des bénévoles qui se disent, tiens, dans mon association, moi, je vais surtout m'occuper du savoir qu'on produit. En général, on est plutôt ancré dans des problématiques voilà, de territoire, d'action, enfin voilà. Donc c'est compliqué. Donc c'est un enjeu pour moi très fort de savoir comment on est on est en capacité donc d'observer, de mettre en visibilité les savoirs qui sont produits dans les associations, et avec quelle méthode en fait. Comment ils deviennent formalisés ces savoirs-là, qu'ils soient produits, parce que après sinon ça reste une croyance. Dire les associations produisent du savoir, ça reste une croyance. On est persuadé très bien. Donc moi je suis militant, j'ai envie de le croire. Mais il y a un moment, quand on veut être convaincant, quand on porte un discours, un plaidoyer, il faut effectivement être en capacité aussi de construire un argumentaire, d'avoir des éléments qui étayent en fait ce postulat de base. Et donc pour ça, effectivement, là moi j'ai quelques difficultés. Et donc c'est un travail, je pense, à mener de manière collective, bien sûr, sur comment on fait en sorte de mettre en visibilité, parce qu'il y a quand même des éléments sur l'expertise. On sait aujourd'hui, par exemple, prenons le ministère de l'Environnement, quand ils ont mis en place le Grenelle de l'environnement, la gouvernance A5 sur les questions environnementales, il y avait les associations dans la gouvernance. Donc aujourd'hui, il y a une reconnaissance de l'expertise associative, c'est-à-dire la production de savoir des associations au service de l'action publique ou la définition des politiques publiques. Donc cette notion d'expertise associative, elle existe, elle est traitée par la littérature scientifique. Il y a des chercheurs qui bossent sur l'expertise associative. On a des éléments de reconnaissance institutionnelle, mais bon, ça reste quand le veulent bien les institutions, quoi.
Voilà, j'ai été long. Mariam, tu avais levé la main? Oui, thanks. Merci beaucoup pour votre intervention, mais aussi je veux continuer ce que Jean-Baptiste a abordé, la question de la différence entre les savoirs et les savoirs scientifiques. Et je pense que ce que vous avez dit, c'est bien valide et bien sûr, ok, c'est bien valide, mais je pense que au fond, la question de citoyenneté dans la définition des questions des enjeux de recherche n'est pas entré dans votre réponse en fait. Je pense que la question n'est pas seulement comment valoriser les savoirs scientifiques ou comment valider l'aspect scientifique de savoir, mais c'est bien aussi de valider ou de reconnaître la qualité scientifique des contributions citoyennes. Ce n'est pas juste comment on peut... alors, la reconnaissance par les pairs ou dans la communauté scientifique, ce n'est pas forcément entrer les citoyens dans la définition des questions scientifiques. Est-ce que ce que je dis, c'est clair? Pour moi, ce n'est pas seulement comment on peut valoriser, comment on peut utiliser les expertises associatives ou entrer les citoyens dans les différentes étapes de production de la recherche qui est déjà définie par les scientifiques ou qui sera valorisée par les scientifiques ou l'aspect scientifique sera validé par les scientifiques. Mais c'est bien valoriser l'aspect citoyen dans la définition des questions de recherche. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Ok. Oui, c'est très clair. Enfin, je pense que c'est clair. Sur la question, en fait, la recherche participative, en fait, telle que nous on l'a définie, elle intègre de toute façon la place des citoyens ou des associations dans la définition de la question de recherche parce que, en fait, avant même qu'il y ait une question de recherche, il y a un problème qui est identifié et ce problème-là, il est identifié par les associations pour nous. Donc, c'est les associations qui identifient le problème et la question de recherche qui émerge, elle émerge de l'identification de ce problème-là et elle est formulée par les associations avec les chercheurs, ou par les chercheurs et par les associations ensemble. Mais ça s'ancre de toute façon, ce que doit traiter la recherche participative selon nous, sciences citoyennes, ça s'ancre dans un problème, enfin dans un enjeu d'action, de territoire, et donc la dimension citoyenne de la question de recherche, pour nous, elle est effectivement centrale, puisque la question de recherche d'un projet de recherche participative doit émerger de l'enjeu de société traité. Après, sur la question des savoirs, l'implication des associations et la reconnaître la place, la validité des savoirs citoyens dans la recherche scientifique, moi, c'est peut-être là, du coup, mon côté plus militant qui parle, c'est-à-dire qu'il y a un moment, après la reconnaissance par l'institution scientifique, moi, je considère que l'enjeu, il est peut-être moins là pour moi, mais c'est personnel. Moi, je considère que l'enjeu, il est plus que le savoir soit utile, en fait, à la société civile, enfin, à l'association et à la transformation qu'on veut nourrir et les améliorations qu'on veut apporter, quelle que soit la thématique traitée. Donc après, aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire en sorte que les revues scientifiques s'ouvrent en termes d'évaluation, hein, pour publier des articles dedans, s'ouvrent et modifient leurs critères d'évaluation pour pouvoir s'ouvrir à des articles qui sont issus de projets de recherche participative, c'est-à-dire parce que ça reste quand même une grande difficulté aujourd'hui pour les chercheurs qui s'impliquent en recherche participative de faire valoriser les travaux en recherche participative dans les recherches, dans les revues scientifiques classiques. Donc, est-ce que l'enjeu et le combat, il doit être
de pousser les revues scientifiques à s'ouvrir aux articles issus de projets de recherche participative, ou est-ce que c'est de créer des revues spécifiques qui publieront essentiellement des articles issus de projets de recherche participative? Je ne sais pas où est le combat en fait. Du coup, voilà. Est-ce que du coup ça doit être un enjeu de faire en sorte que on arrive à valider, et faire reconnaître dans la recherche scientifique, dans la forteresse, l'intérêt d'y inscrire les savoirs associatifs? Mais c'est Ça comment, reste une question. si je peux juste dire un mot à la fin. Oui, mais je pense que vraiment le combat, ça reste quand même sur la question de comment utiliser la force citoyenne pour transformer la science. Ce n'est pas juste que, OK, on va impliquer les citoyens dans la production scientifique, mais aussi transformer, par exemple, vous avez parlé des revues scientifiques, mais comment on peut vraiment impliquer les citoyens dans la transformation de la science. Ce n'est pas juste production, mais transformation des méthodologies. Ouais. Alors, si tu me permets, comme Jean-Baptiste est parti, je prends un petit peu la main, parce que j'ai vu qu'il y a aussi quand même Daniel, je crois que tu avais demandé la parole, Daniel, et puis je vois Clément aussi, donc peut-être plusieurs. Ah oui, vas-y, je te donne la, vas-y. J'avais noté, il y avait Daniel, ensuite il y avait Olivier, ensuite il y avait Clément, et ensuite il y avait Marine. Voilà, je n'avais pas tout donné. Daniel? Oui. Daniel. Tout ce qu'a dit Cédric, ça m'éclaire beaucoup, et j'en étais resté simplement sur la connaissance ou l'intérêt de la science dans nos pratiques, simplement sur un regard extérieur qui allait améliorer nos pratiques, etc. Et ce que tu viens de dire, moi, ça m'intéresse beaucoup pour aller beaucoup plus loin. Et la question que je voudrais te poser, Cédric, c'est dans une démarche associative au sein d'une association ou une fédération, j'ai l'impression qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne proposer ou alimenter ou diriger cette recherche-là, parce que au sein même de nos structures, peut-être qu'on est incapable, on est plongé dans notre quotidien, et je ne vois pas comment on peut produire de l'intérieur sans être aidé par des personnes scientifiques extérieures du savoir, quoi. J'ai l'impression que là, il y a besoin d'avoir des ressources nouvelles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Sur les ressources, c'est évident. C'est-à-dire que, en fait, si moyens constants, les associations ne peuvent que se permettre d'avoir un chercheur qui va venir aider une association pour nourrir, traiter un problème qu'elle rencontre, mais elle n'aura pas la force, l'association à moyens constants n'aura pas la force de s'impliquer dans un processus spécifique sur la production de savoir. Notamment recherche participative. C'est aussi pour ça qu'on considère qu'il est nécessaire de mettre à disposition des associations pour les projets de recherche participative des moyens particuliers, que ce soit des moyens supplémentaires pour que l'association assure aussi une implication totale dans le processus de production de savoir. Pourquoi? Parce que pour nous, il est nécessaire que ce ne soit pas que le chercheur qui travaille avec sa propre méthodologie en utilisant les savoirs de l'association. C'est-à-dire, je vais vous étudier, je vais faire des entretiens avec vous, vous savez quoi de quoi, c'est quoi votre problème, d'accord, merci, je reviens dans 6 mois pour faire une restitution. Nous, ça peut avoir un intérêt pour l'association, mais du coup, ça va, pour nous, on perd le côté reconnaissance des savoirs associatifs, et surtout le fait que ces savoirs associatifs aient la capacité, et c'est ce que soulevait Mariam, c'est la capacité des savoirs associatifs à modifier la recherche, à faire en sorte que la recherche se transforme et répondre réellement à l'enjeu, en fait, qui n'est pas le sien. Parce que la recherche scientifique, encore une fois, c'est pas elle de poser la question de recherche. Et donc, dans ce modèle-là, c'est plutôt le chercheur qui va se dire, bon, l'association, vous avez besoin de quoi? C'est quoi votre problème? D'accord. Donc moi, je vais formuler ma question de telle manière, et puis je viendrai chercher les données auprès de vous, et puis à la fin, je vous donnerai une restitution. En général, les associations ne sont pas toujours très
satisfaites en fait des résultats qui sont présentés. Et puis parfois même, c'est des résultats qui sont plutôt critiques à l'égard de ce que fait l'association. Et donc c'est déjà arrivé que des associations vivent très mal les relations qu'elles ont pu nouer avec un chercheur, parce que le chercheur qui vient à 2 reprises dans le projet pour présenter des résultats intermédiaires et puis à la fin présenter ce qu'il va mettre dans l'article scientifique, eh ben, les associations, elles auraient préféré qu'elles soient plus impliquées. Ça arrive parfois, hein, encore une fois, j'évite la généralité, mais c'est déjà arrivé que des associations découvrent à la fin ce que le chercheur menait comme recherche et se disent, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on pensait voilà, qui allait être mené. Nous, il n'a pas du tout répondu à nos besoins. Ok, il a traité une question qu'il a soulevée. Il a produit les données qui lui étaient utiles, lui, pour traiter sa question qu'il avait formulée tout seul. Et derrière, il nous produit quelque chose sur nous, mais qui ne nous est pas utile, quoi. Donc, sans moyens, une association ne peut pas faire la recherche participative. Donc, il faut des moyens nécessaires parce que c'est des moyens qui, enfin, ça demande énormément de temps et d'investissement pour pouvoir assurer et notamment sur les enjeux d'asymétrie de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une appropriation du langage scientifique dans la démarche. Il faut qu'on comprenne ce que le chercheur y fait avec un langage qu'on ne connaît pas quand on est une association, en tout cas quand on n'a pas dans notre association déjà des chercheurs qui nous ont acculturés au langage scientifique, etc., etc. Il faut qu'on ait un temps et qu'on ait du temps pour pouvoir se comprendre et assurer que tout au long du processus de recherche, la compréhension, elle est optimale. Et à partir de là, il faut aussi que les intérêts respectifs soient mis sur la table. C'est-à-dire le chercheur, il va s'impliquer bien souvent parce qu'il a un enjeu aussi de publication. Et ça, il faut que l'association elle comprenne l'enjeu pour le chercheur. Et le chercheur, il faut qu'il ait aussi le temps de comprendre quels sont les véritables enjeux de l'association. Et l'association, elle va peut-être voir ces enjeux évoluer au fur et à mesure du processus de recherche parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, si ça se trouve, la question que l'association avait initialement soulevée, elle a été partiellement traitée déjà dans certaines littératures scientifiques. Donc du coup, l'association va réfléchir de son côté et va faire évoluer l'enjeu pour elle de ce processus de recherche participative. Bref, la recherche participative demande beaucoup de temps et donc il faut des moyens pour ça, pour les associations aussi. Clément, Clément, tu avais levé la main. Donc déjà bonjour, hein, parce que j'ai des petits problèmes techniques, je suis arrivé un petit peu en retard. Je vais essayer de faire court. J'ai entendu plusieurs mots, alors c'était pas le mot validité, mais en gros certification du savoir, développement du savoir dans la population générale. J'ai entendu parler de moyens, j'ai entendu parler de citoyens, de leur relation, de leur place et de leur influence au sein de la science, mais vice-versa aussi. Pour moi, derrière, j'ai un autre biais de vision qui est aussi celui de Bourdasso. C'est celui de la démocratie. En fait, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de problèmes d'ordre protocolaire. C'est-à-dire qu'on cherche à établir un lien de relation qui devrait exister en soi. Sachant que la science, même si dans son but, on va dire, personnel, elle n'a pas de limite à ses champs de recherche, dans la réalité, elle a une limite qui est celle des moyens à poser et de la direction de ces moyens. À l'heure actuelle, je pense que, alors je suis un peu militant du coup, je pense qu'on peut dire qu'une grosse partie de la science, et notamment celle qui est proactive dans la gestion de la population et de ses conflits, de ses problématiques, est quand même beaucoup accaparée par le libéralisme. Je parle notamment des sciences sociales, je parle aussi de tout ce qui peut avoir attrait au design applicatif aussi, qui est beaucoup centré sur des grosses GAFAM qui cherchent à nous épuiser du temps de cerveau. Donc pour moi, quand j'entends parler de votre action, j'entends parler de mesures compensatoires finalement, de mesures militantes, mais sans qu'on traite la question première en fait, qui est celle de la démocratie et de la science, comment elles coexistent ensemble, sachant que la science a quand même, malgré ses objectifs justement d'universalité de sa recherche, de non limitation des champs de recherche, mis à part au travers d'une éthique qui est pour moi souvent mal perçue par la science, parce qu'elle est souvent perçue comme une forme de tentative de moralisme de la société sur elle-même, mais l'éthique, elle est bien plus au-delà de ça. Pour moi, l'éthique, c'est justement le besoin du bien commun, débarrasser de la morale
à maxima, parce qu'elle est toujours présente. Mais donc, pour moi, il y a cet enjeu de démocratie, il y a cet enjeu de temporalité aussi. On parlait de la relation entre les associations et la science, où on est dans des temporalités différentes, mais je n'entends pas dans la co-construction, en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit le scientifique, il est là pour une démarche où il va donner un rendu qui va parfois être à l'encontre de l'activité de l'association, mais l'association fait venir le scientifique pour faire évoluer son activité, pour atteindre un objectif. Donc, à quel moment ce besoin commun n'est pas discuté? Et j'en terminerai juste par là, c'est celui de l'enjeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la science elle-même doit faire aussi rentrer dans un champ de la politique, mais au sens large du terme, à savoir défendre ses propres intérêts, qui est celui de son enjeu économique, de son financement et de sa relation au peuple. On pourrait très bien parler de RIC citoyens sur l'orientation de la science pour le bien commun, sachant qu'on est dans des urgences écologiques et sociales extrêmement fortes. Moi, en tant que militant, lors de mes diffages, je parlais de sociologie, mais comme quelque chose de... Je ne suis pas scientifique, donc j'en fais un symbole de ma démarche citoyenne, qui est celle de dire que les gens, avant d'être des individus, ils sont aussi inclus dans un collectif, et il y a une part de sociologie à leur situation qui doit être prise par la politique, mais cet argument-là n'est plus entendu, par exemple. On a perdu la bataille culturelle, pour le coup, de la science, où la culture de la science sociale a été accaparée par la gauche parce que c'est nos débats humanistes et principaux, mais a été dévoyée par un système libéral qui en a fait quelque chose, une espèce d'amusette. Et je pense que l'enjeu qu'on a en commun, il est là, en fait. C'est celui du vivre ensemble et de vivre la science ensemble et de vivre les humains ensemble. Tout ça se traite en même temps pour moi. Et j'arrête là. Merci. Oui, alors là, il y a des gros sujets quand même. Je ne pourrais pas forcément tous. Ouais, c'est ça, j'ai 2 minutes pour les traiter. Mais en revanche, on peut continuer la discussion. Est-ce que tu peux, Marianne, envoyer mon adresse mail dans le fil de discussion? Clément, c'est celle qui me manque. Mais en fait, je peux quand même donner 2-3 éléments sur la question de la démocratie. Bon, la question de savoir la décision publique, en fait, comment elle se définit. Pour se définir, il faut absolument qu'il y ait des savoirs pertinents qui puissent nourrir une décision publique. Et donc, il y a un enjeu à ce que les savoirs ils soient, bien sûr, c'est un enjeu démocratique de savoir comment on produit les savoirs qui vont servir à la décision publique. Donc, que les citoyens soient déjà à cette étape-là, pour nous, c'est un enjeu démocratique, que les citoyens et les associations soient à cet espace que la recherche scientifique a voulu se donner comme monopole de la production des savoirs légitimes. On considère que les citoyens ont toute leur place dans cette production des savoirs à l'appui de la décision publique, parce qu'on sait, en fait, et c'est un enjeu que nous on traite, mais dans un autre axe, c'est-à-dire quand j'ai présenté au début de l'association, nous on a 5 axes de travail. Là, la recherche participative s'inscrit dans un axe de travail. Mais la question de la démocratie, pour nous, elle se joue aussi au niveau de l'orientation des politiques de recherche. Et pour nous, on travaille aussi à mettre au cœur de la décision publique et politique les orientations scientifiques, les citoyens, en fait, au cœur des décisions qui doivent être prises en termes sur les choix scientifiques et technologiques, en fait. Pour nous, et donc sur un autre axe de travail de l'association, on fait un plaidoyer pour redéfinir la manière de produire les décisions publiques, politiques sur les choix scientifiques et les orientations. Il y a une littérature très très grande et que les scientifiques, sciences sociales comme sciences expérimentales, préfèrent ignorer. Une littérature scientifique qui est du champ d'où je viens moi, c'est sciences, techniques, société, ou en anglais c'est Science and Technology Studies. C'est un champ interdisciplinaire qui travaille sur l'épistémologie, la sociologie des sciences, l'histoire des sciences, la philosophie des sciences. Bon, toute cette littérature-là a très bien démontré, et donc c'est acquis, je veux dire, il n'y a plus débat, que la recherche, elle est liée à l'industrie, c'est évident, c'est très clair. Voilà. Développement industriel, c'est la recherche scientifique, et que la recherche scientifique dépend, est née avec l'État, avec la construction politique. Donc aujourd'hui, tous les chercheurs qui veulent encore, et il y en a énormément, nous on fait face à ça au quotidien, c'est-à-dire des chercheurs qui sont persuadés et veulent se persuader et convaincre les autres qu'ils mènent une recherche neutre et que leur savoir est apolitique ou un truc voilà, aberrant, quoi.
Alors que bon, il y a plus photo en fait. Même la littérature, c'est-à-dire que moi, je pourrais le défendre militant. J'ai une croyance, le savoir est politique, nanana, vous êtes vendu à l'industrie. Bon, voilà, on n'a pas envie de me croire. Mais en fait, j'ai même pas besoin d'avoir ce discours militant parce que toute la littérature scientifique est là elle l'a prouvé depuis des décennies en fait. Donc après, c'est qu'une question de déni en fait des chercheurs ou d'autres acteurs, mais de vouloir rester dans cette croyance d'une neutralité scientifique. Ça n'existe pas. Donc nous, on aurait plutôt tendance à dire, en fait, partons du principe que la science, elle n'est pas neutre, et travaillons avec ça, en fait. Voilà, mettrons-le à plat, en visibilité, et travaillons avec. Et voilà. Donc, du coup, pour nous, l'enjeu, il est là, et on s'inscrit dans ce champ de critique des sciences aussi par rapport à ça, quoi, au niveau de sciences citoyennes. Mais du coup, c'est vrai que c'est des enjeux qu'on aborde plutôt sur d'autres axes de notre activité que plus que sur l'axe soutien à la recherche participative et à la production des savoirs, quoi. Marine, tu avais une question parce qu'on Ouais, n'a plus juste, que quelques minutes à passer ensemble. On a squeezé du coup le partage Pardon. Non, mais parce que c'est très intéressant. Et donc, Marine, tu avais une question. Après, il y avait moi qui avais levé la main. Et puis ensuite, il y a Mariam. Ouais, Clément, tu t'es super frustré, tu voulais dire un. Non, non, mais avec moi, je pense que c'est jamais terminé. Je voudrais juste poser ça dans le pot commun et je demande même pas de réponse. Parce qu'en fait, j'avais une finalité à tout ça, mais je voulais d'abord l'écouter parce que je savais qu'il me formulerait une réponse à peu près, enfin celle que vous m'avez formulée en fait. Ma dernière question globale, c'est qu'il n'y a pas que le champ de la recherche qui est en PLS, pardonnez-moi le terme, de ce côté-là. En fait, pour moi, c'est un problème d'éthique dans le sens destination de la science. On a le même problème dans la santé applicative, dans le journalisme, dans l'associatif aussi, où en fait, tout le champ qui essayait de construire du bien commun s'est vu rabaissé et mis au carcan du militantisme anarchique, on va dire, d'un point de vue médiatique. Parce que c'est pour ça que le journalisme est aussi très important dans la démarche que j'avais. C'était celle aussi du rendu vis-à-vis du public, sachant que tout est orienté par la politique et que la politique est à un moment décidée par le public. Enfin voilà, il y a aussi l'abstentionnisme, il y a tout ça en fait qui rentre en ligne de compte. Donc juste la question qui rentre au pot commun, c'est comment tous ensemble en fait, moins dans des couloirs de champs, que ce soit la science, l'association, etc., mais tous les humains qui travaillent au bien commun en fait, à la constitution d'un tiers état patent, on peut se retrouver autour d'une lutte commune qui est celle de redonner des moyens à ce tiers état qui essaye de toujours de se constituer, qui n'a jamais. Voilà. Donc, pas de réponse. Bah, merci Clément, ça fait un peu la transition avec la question que je voulais poser et qui est plutôt pragmatique. Je fais partie d'une association, je suis donc associative, je ne suis pas chercheuse. Et je me demande, en fait, quand on voit ce paysage-là qui est extrêmement politique, qui touche aussi à des enjeux de vie de la cité qui sont très, très forts, très profonds, comment on se situe dans tout ça? Et à partir de là, quand on sait qu'il y a tous ces enjeux-là qui sont très forts et qui peuvent, à bien des égards, nous dépasser, le lien entre les sciences et la société, le lien, enfin les rapports de domination qui peuvent exister entre les individus, les inégalités criantes, comment on arrive à se situer là-dedans en tant que petite association quand on ne sait pas approprier le quart de ce qui est le cadre d'une tentative de faire de la recherche participative. Et admettons qu'à un moment, on arrive à former un bloc suffisamment fort pour se mettre au courant de dans quoi on met les pieds, parce que clairement, c'est aussi ça en fait. Comment on fait? Est-ce qu'on peut déjà? Et si on peut, si oui, quelles sont les conditions de réalisation? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on doit assembler en termes de connaissances, de compétences pour avancer en conscience dans ce milieu-là, qui est produire des connaissances dans un monde incertain, comme dirait Calon, agir dans un monde incertain, mais surtout dans un monde profondément inégal. Comment on fait pour ne pas faire de la fausse participation, de la fausse recherche participative? Comment on fait pour ne pas juste produire enfin, voilà, comment on fait pour ne pas se faire avoir, en fait? C'est un peu ça ma question. Se faire avoir. Bah, en fait, même sans vouloir se faire avoir, je pense qu'il y a des moments où ça marche pas, en fait.
Parce que la recherche participative, je l'évoquais très rapidement, je dis que nous, on n'avait pas de modèle, mais je voudrais quand même insister là-dessus, c'est-à-dire que il faut il faut absolument accepter que la recherche participative, ce soit un processus itératif, c'est-à-dire qu'il va évoluer tout seul, en fait. En fonction des configurations qu'il va rencontrer, ce processus-là va se construire au fur et à mesure, en fait. Donc, on ne peut pas plaquer un modèle en disant c'est comme ça, c'est telle méthodologie qu'il faut utiliser, c'est tel type d'animation des réunions, du partage de la parole. Il faut que la réunion où on a les associations avec les chercheurs, là, il faut faire des sous-groupes. Là, il faut que ce soit en mixité chercheurs-associations, et là, en non-mixité, que les chercheurs à côté. Tout ça, c'est des outils qui peuvent être utiles, mais il n'y a pas une méthodologie et un enchaînement d'outils qui doit être appliqué à tous les projets de recherche participative. Il faut que le projet se réalise en fonction des personnes en situation et des contraintes en situation. Et donc, pour moi, malheureusement, il n'y a aucune garantie certaine que le processus de recherche participative il aboutisse. Mais pour qu'on ait une chance que ça aboutisse bien et que ça produise quelque chose, il faut des moyens, effectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, pour une petite association, comme tu l'évoquais, les moyens, ils ne sont pas là. Clairement, il y a des dispositifs qui existent, comme les boutiques des sciences, qui peuvent soutenir et accompagner une petite association sur un territoire, mais aujourd'hui, des boutiques des sciences en France, il y en a 3. Il y en a une à Lille, à Lyon et à Montpellier. Et donc, on est très très loin de répondre à la demande. Et on le voit aussi dans le dispositif CO3, co-construction des connaissances. CO3, co-construction des connaissances, qui veulent soutenir des projets de recherche participative, selon la définition que j'en ai donnée, proche de celle de sciences citoyennes, ils ont un taux de sélection de 16 à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% de projets, c'est-à-dire de gens, d'associations et de chercheurs qui ont pris du temps pour écrire un projet de recherche, se rencontrer un peu, discuter de ce qu'ils voulaient faire ensemble. Ils ont déposé le projet et ils ne sont pas pris. Donc il y a une demande énorme aujourd'hui pour faire de la recherche participative, que ça vienne de la recherche, parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui se posent des questions sur le sens de leur métier, mais aussi des associations. Mais il n'y a aujourd'hui pas les moyens pour soutenir. Donc nous, c'est le travail qu'on fait à Sciences Citoyennes. Effectivement, c'est plutôt de pousser les acteurs qui pourraient créer ces espaces-là, les acteurs institutionnels, les organismes de recherche, le ministère, mais aussi parfois les collectivités territoriales. On travaille avec la Bretagne, justement pour créer ces espaces-là, pour rendre possible en fait et donner les moyens à ce qu'on puisse on puisse outiller les associations et les chercheurs qui souhaiteraient mener ces pratiques-là. Et après, les questions de connaissances et de compétences, on travaille aussi sur ces questions-là, mais nous, on a aussi pareil des tout petits moyens sur comment on peut former les chercheurs comme les associations à faire de la recherche participative. Et c'est une vraie question, et pour l'instant, on est très limité. Je prends la parole, j'avais levé la main. Hier à l'IFMA, Laurent Fraisse parlait de peut-être aborder la question sous l'angle action-recherche plutôt que recherche-action, ou participation-recherche plutôt que recherche-participation, parce qu'il soulevait la question du changement des rapports de domination, en fait, et que quelque part, on est toujours dans ce rapport de le chercheur vient apporter la connaissance à l'association. J'ai l'impression qu'on reste quand même un peu bloqué sur cette histoire-là. Et peut-être qu'on pourrait, il me semble, créer aussi des espaces interassociatifs, des réseaux d'associations, enfin un peu genre comme le collectif des associations citoyennes, par exemple, hein, qui créeraient justement des espaces d'interconnaissance, mais où il n'y aurait pas un chercheur qui vient apporter son savoir et qui vient valider le savoir associatif en quelque sorte, mais où le savoir associatif pourrait se rendre plus visible. C'est un peu la démarche qu'on essaye de faire avec l'IFMA là. Enfin, c'est le projet qu'on propose à l'IFMA au collectif des associations citoyennes, c'est-à-dire parce qu'il y a aussi une histoire de production finale. J'ai l'impression qu'on a toujours dans l'idée que la production finale, c'est forcément les chercheurs qui doivent l'écrire, quoi, en quelque sorte. Or, ben non, pourquoi pas des écritures mixtes, en fait, et mélanger les savoirs associatifs dans la production finale avec les savoirs de recherche, voire même dans le même papier. Enfin, c'est-à-dire construire le papier, que ça ne soit pas forcément le chercheur qui l'écrive, mais voilà. Voilà.
Oui, ben, moi sur cette question-là, moi je serais ravi qu'on puisse créer un espace où les associations peuvent parler de leur savoir, de savoir comment elles sont capables de mettre en visibilité ce savoir. Parce que quand on est dans l'action, qu'on sache qu'on produit du savoir, ok. Euh, mais en fait, être en capacité de dire comment, quel est le savoir qu'on a produit. Parce qu'en fait, enfin moi aussi, quand je suis acteur associatif bénévole, je me pose pas la question du savoir que j'ai produit et de quelle manière je l'utilise dans mon action, quoi. Je mène mon action et il y a certainement du savoir que j'ai mené, que j'ai utilisé dans mon action militante, mais j'ai pas le temps, je me pose pas la question de savoir lequel j'ai produit, comment je l'ai produit, quand je l'utilise ou pas, et est-ce que quand je réussis, c'est que j'ai utilisé mon savoir, mon action rate, c'est que j'ai oublié de le mettre dans, enfin, donc, j'ai pas l'espace, moi, dans mon association, quand je suis bénévole, pour mener cette réflexion-là. Et je pense que c'est un peu le cas assez récurrent. Et donc, du coup, il faut aussi, voilà, moi, ce serait génial qu'on puisse outiller les associations à se dire, bah, on prend le temps, là, on a les moyens pour se poser la question du savoir qu'on produit, de montrer, de savoir comment on l'a construit, par quelle méthodologie, comment on peut dire que c'est, comment on le qualifie, on le caractérise, est-ce que c'est on veut l'appeler savoir d'action, savoir d'expérience, savoir ça, voilà. Est-ce qu'il y a différents types de savoir selon la méthodologie, selon le contexte que nous on peut produire en tant qu'association, et puis c'est surtout après comment nous on est capable de légitimer en fait ce savoir-là, parce que clairement on peut pas attendre des institutions qui élaborent les politiques publiques et mènent l'action publique. On ne peut pas attendre d'eux qui nous reconnaissent comme légitimes en tant que porteurs de savoir si nous-mêmes on n'est pas capable de défendre notre légitimité, quoi. Quand on dit et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent effectivement face à cette situation où les associations considèrent que elles sont pas capables, pas compétentes, qu'elles sont pas productives de savoir et que bon bah on va laisser le chercheur produire le savoir qui nous est utile parce que nous on n'a pas de savoir. Voilà, on fait que de l'action, quoi, en considérant que bon bah on avait fait de l'action sans savoir ou sans se dire qu'on on intègre du savoir dans cette action-là, quoi. Et donc Le rôle de son jet de recherche, d'ailleurs. ouais, Il y c'est a ça. encore Mariam qui a levé la main et ensuite Clément. Ok. Et ensuite, on va devoir se quitter parce qu'on a déjà débordé. Oui, merci beaucoup. En fait, ma question, ça vous parle vraiment, c'est lié à la dernière question de créer des espaces d'interconnaissance et d'inter-associatif. En fait, je pense que dans les moyens de recherche participative, l'aspect numérique, c'est un potentiel énormément sous-utilisé en fait. Normalement, l'aspect numérique, c'est utilisé pour faire un collecte de données et des choses comme ça. Mais je pense qu'un aspect qui doit être vraiment exploré et expérimenté avec, c'est comment utiliser les moyens numériques ou déployer les outils numériques pour cartographier les méthodologies qui sont utilisées à travers les contextes et les enjeux de recherche participative pour aussi faire émerger, pour comparer, mais aussi faire émerger les méthodologies de participation dans les recherches tout au long de la chaîne de recherche, dès la conception jusqu'au bout, publication. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Merci Mariam. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, enfin, du coup, nous, enfin, on réfléchit à Sciences Citoyennes à élaborer une plateforme numérique en fait, de la recherche participative, mais c'est à les stades de projet en fait. Comment mettre en, du coup, un espace avec des sous-espaces, que ce soit après des séminaires, des webinaires, que ce soit de la cartographie, que ce soit voilà, quelque chose qui permettrait en fait de mettre qui serait un espace commun où peut se retrouver la communauté des acteurs de la recherche participative avec différents dispositifs, outils, services possibles sur cette plateforme. Et en fait, pour l'instant, c'est un projet. Clément? Et après, on terminera. Je vais juste, du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je reviendrai vous embêter dans d'autres temps, etc. J'entends toujours, et je vais insister sur un des deuxièmes points que j'ai réentendu en fait dans les problématiques qu'on a soulevées par la suite. D'ailleurs, je vous remercie, c'était génial de prendre du temps sur ce genre de questions. J'entends un problème de temporalité toujours.
et de décomposition des différents objectifs des différents acteurs avec une méthodologie manquante qui est celle comment dire, de la clarification de dans quel carcan temporel, politique, enfin, dans quel champ s'établissent chacun de ces objectifs. C'est-à-dire que je pense que la problématique, c'est qu'on est tous à la fois. Bon, bah, je ne suis pas chercheur, mais je cherche beaucoup de choses et beaucoup de réponses. Donc, en ça, j'essaye d'être au moins dans cette dialectique-là. On est tous militants quelque part, je pense. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve ici et maintenant. On se pose tous au moins des questions militantes, qui est de comment permettre au savoir de mieux se développer dans de meilleures conditions éthiques, avec une destination à la fois plus efficace, mais en même temps plus responsable. Du coup, je me pose une question simple. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas passer justement à un niveau au-dessus, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la recherche? Est-ce qu'il y a un champ de recherche sur l'efficacité, justement? Je sais, il y a l'éthique de la recherche, mais est-ce qu'il y a un champ de recherche sur l'efficacité réelle de l'impact de la science au niveau de l'humanité? Je sais que l'éthique s'y est intéressée. Par exemple, Steve Jobs a été souvent remis en cause sur le fait que ça soit quelqu'un de génial et de nécessaire dans notre histoire, parce qu'il a créé le smartphone, qui est un outil génial, on peut le dire, mais en même temps, il a créé une industrie derrière qui crée une pollution énorme, des enjeux géopolitiques sur les matériaux rares, etc. Donc, tout ça, en fait, est-ce que c'est un champ de pensée qui dépasse l'éthique ou qui parle d'éthique appliquée? Je pense que là, je parle d'éthique, mais de philosophie. Est-ce que c'est un champ qui explore en commun? Et est-ce que l'association ne devrait pas elle-même prendre ce niveau-là en disant que nous aussi, on doit dépasser tous ces stades-là en prenant un champ de regard, on va dire, plus global et en créant. On ne peut pas tout faire en même temps, mais comme on le voit, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et je comprends que le but doit être local, mais ce débat-là, il doit être, pour moi, international, interespèce presque même, et doit faire le jeu d'une certification, non pas de réussite, parce que ça sera quelque chose qui sera mouvant. Et c'est là où on sera dans la recherche-action, mais où les deux mots seront fusionnés en termes d'importance et de temporalité. Et donc, du coup, créer une certification de cette recherche de bien commun et d'efficacité, où on va dans une direction au moins que tout le monde peut entendre et que tout le monde peut accepter. Et en fait, pour moi, ça passe par de l'éthique appliquée. De l'éthique appliquée dans les projets, de l'éthique appliquée dans la manière de réceptionner par les associations, de l'éthique appliquée dans la manière dont on va. Et en fait, c'est pour ça que moi, mon urgence personnelle, c'est le vivre ensemble, en fait. Parce qu'avant tous ces combats, il faut qu'on soit capable de les mener ensemble face à une hégémonie culturelle qui ne représente qu'une minorité au final d'intérêt. Voilà. J'ai fini. Merci. Si je peux juste dire deux mots sur la question de la temporalité, enfin, l'enjeu de la temporalité, de la différence des objectifs quand on s'inscrit dans une recherche participative, entre les différents, moi, ce que j'appelle le collectif de recherche, c'est-à-dire les acteurs qui veulent mener ensemble, chercheurs, associations, une recherche participative. En fait, quand on a mis en place le dispositif CO3, co-construction des connaissances, on a aussi appris des expériences passées que, encore une fois, les bonnes volontés ne suffisaient pas et qu'en fait, ça prenait du temps justement de prendre connaissance, de prendre conscience de la différence de temporalité, parce que je fais une grosse caricature, mais en gros, les associations, elles sont dans l'urgence. Elles ont besoin de répondre à des problématiques très rapides, c'est-à-dire c'est maintenant que j'ai besoin de savoir si je peux avancer là-dessus ou comment je fais pour contourner l'obstacle. Les chercheurs disent, bah, nous, on a pris 3 ans le financement, on va attendre de produire, nos résultats viendront dans 3 ans. Mais vous voyez, pour moi, il y a un problème déjà de définition. On parle on a toujours le même mot, savoir, mais justement, en termes de besoins et de destination, c'est pas du tout le même de savoir dont on parle. Vous me parlez d'un savoir qui est certes mouvant dans la science, mais qui, au niveau de votre vie de chercheur, a besoin de trouver une finitude, à savoir celle de la publication et de la mise au pot commun. Là où nous, les associations, on vit ce pot commun normalement en permanence. Et donc, du coup, en fait, c'est cette temporalité-là et cette définition-là qui manque, par exemple, de manière très technique, mais de manière très générale aussi. En fait, donc, du coup, je vais continuer parce que ce que je veux dire, c'est que dans le dispositif CO3, co-construction des connaissances, on a appris cette difficulté-là, que tu pointes très bien,
Et pour ça, on a créé deux guichets différents. C'est-à-dire un guichet qui finance le projet de recherche en lui-même, recherche participative, 3 ans. Il y a un budget pour ça, voilà, très bien. Mais il y a un guichet qu'on a appelé donc les projets en émergence, qui est en fait un financement plus petit de 20 000 euros sur un an, qui n'est pas lié à la production de savoir, qui est lié à l'interconnaissance et au temps à consacrer au partage d'un langage commun, un partage des objectifs différents et du coup des enjeux de temporalité. Parce qu'effectivement, c'était exactement ce que tu pointais, voilà, ça pouvait casser les dynamiques parce qu'on n'avait pas mis ça sur la table assez tôt pour pouvoir se dire, on a envie de partir, est-ce qu'on a envie de partir ensemble, sur quoi? Et donc ce temps-là qui est dans le projet en émergence, il permet aux acteurs d'avoir des moyens pour se rencontrer, créer des moyens de mettre sur la table ces enjeux-là qui sont très très lourds. Voilà, les questions de langage, être bien d'accord sur le langage qu'on utilise, les questions de temporalité, des objectifs de chacun, et pour élaborer ensemble une question de recherche qui va pouvoir permettre après, derrière, d'engager un véritable projet de recherche participative sur la base de cette temporalité, enfin voilà, de ce temps-là qui a été pris justement pour discuter de ces enjeux-là. Et après, sur les questions de l'efficacité et de l'impact de la recherche scientifique, bon, il y a effectivement aussi beaucoup de travaux sur l'histoire des sciences et sociologie des sciences qui ont montré ça. Et après, moi j'ai juste un exemple aussi, l'ouvrage de Michel, tu évoquais la philosophie, Michel Foucault dans Surveiller et punir, hein, qui a démontré que les sciences humaines et sociales, elles s'étaient construites pour contrôler, enfin je vais très vite, hein, mais pour le contrôle des populations, etc. Enfin bon, voilà, donc du coup, voilà, c'est un grand débat aussi, mais on pourra continuer. Oui, on fera un deuxième CAC Café parce que là, on déborde totalement. J'ai explosé le... Oui, il faut venir à l'université d'été. La suite, c'est à la fin de l'université. Voilà. Pardon. Non, mais c'était très Désolé. bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Cyril. pour l'invitation. Et Merci puis, beaucoup. et Merci juste, à vous. oui, juste un mot. J'enverrai des notes d'aujourd'hui, mais je n'ai pas le mail de Clément. C'est la seule personne dont j'ai pas le mail. Clément, est-ce que tu peux nous mettre ton mail dans le chat à côté pour qu'on L'envoyer. puisse t'envoyer le compte-rendu de ce CAC Café? Les Avec notes. plaisir. Ouais. À moi aussi, s'il vous plaît. À toi aussi, bien sûr. Merci. 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 Merci à vous. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Marine, on ferme pas, on reste en lien. Olivier, tu éteins pas s'il te plaît. Tu n'éteins pas la réunion. Voilà. Merci. Par contre, tu peux arrêter l'enregistrement. Merci. Merci. Ça va? On peut enchaîner ou bien on s'écroule là? C'était super. Oui, C'était bah oui. vraiment très chouette. Ouais. C'était Mais bon, vraiment très chouette. bon, il faut en organiser plus que ça, des Carrément. CAC cafés. Oui. Voilà. On a Carrément. laissé que des questions ouvertes là. Carrément. Mais bon, la recherche participative est une question ouverte. C'est ça, exactement. Non, mais ce qui est intéressant là, dans ce format-là, c'est que là, en ce moment, c'est un peu l'épidémie des webinaires. Et c'est très descendant, un webinaire, en fait. Et nous, on le voit dans le petit réseau qu'on est en train de former dans les Hauts-de-France, des personnes dans les assos qui sont plus ou moins liées aux questions de recherche et d'observation et de production de connaissances. On nous harcèle pour faire des webinaires. Et en fait, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Et donc là, c'est exactement le type de format qui fait du bien et qui est plus utile que d'avoir une espèce de représentation, parce que dans les grands principes et dans le discours, on est tous d'accord avec les valeurs des recherches participatives, mais après, concrètement, comment on se dépêtre de situation, comment on fait, quoi, c'est ça, c'est ça dont on a besoin.